Les imagines-tu, Claude, en train d'animer une émission comme ça tous les matins? Ben, pourquoi pas, Pierre? Bienvenue à Deux gars le matin. On reçoit Pierre Bruno en entrevue. Et Claude Charron. Et puis aussi, on va vous proposer un spa maison aujourd'hui et également un making-of d'Occupation Double. Tout de suite. Uniprix, votre complice santé et beauté, est fier de vous présenter Deux filles le matin. Deux filles qui nous ressemblent. Deux gars le matin, c'est très agréable quand même. C'est pas matinal, moi. J'aime ça de chez moi le matin. Je serais pas capable de m'emmener aussitôt que vous autres. C'est vrai, à quelle heure vous vous levez? Alors, je me lève très tôt, mais j'aime pas sortir de la maison tout de suite. J'ai mon rituel, mes journaux, mon café, tout ça. Et de fait, pour le 17h, je m'en viens à TVA vers 11h le matin. Ça vous prend un petit temps, toi, avant d'animer ça? Est-ce que tu étais une matinale ou... Pas vraiment, non plus. Non, c'est contre nature un petit peu. Oui, à quelque part. On vous vole du précieux temps ce matin et on l'apprécie. Oui, j'ai une journée double, là, moi, aujourd'hui. C'est de la grosse journée, 17h, puis l'émission spéciale à 19h ce soir. Qui s'appelle Les 7 mensonges de Bush. On a eu envie d'en jaser avec vous ce matin. Ça faisait jaser sur le plateau. On avait plein de questions là-dessus. Donc, juste le titre en partant, Les 7 mensonges de Bush. On dit, ça fait jaser. J'imagine que sur le plateau, il y a des gens qui devaient se poser la question, comment ça, juste 7? Oui, il paraît qu'il y en avait plus que ça. Effectivement, on avait une dizaine au départ quand on a conçu l'émission. Puis, finalement, on s'est vraiment concentré sur les plus importantes. Ces déclarations qui sont devenues des faussetés connues maintenant. Des déclarations qui ont eu de l'influence sur l'opinion publique américaine d'abord, parce que c'est d'abord aux Américains qui l'ont menti, il faut bien le dire, pour les entraîner dans la guerre, mais aussi mensonges à l'égard de l'opinion publique internationale, qui a fait que bien des gens y ont cru, et des pays ont été déchirés, les gens voulaient y aller, d'autres qui ne voulaient pas, et des manifs montent sans tout ça. Et on découvre aujourd'hui. En fait, on pourrait résumer, si vous voulez, les 2 ans qui se sont écoulés depuis l'événement tragique dont on célèbre l'anniversaire. Rappelez-vous qu'à 2 ans, à cette heure-ci, on était tous bouleversés. On pourrait se dire qu'il y a 2 ans exactement, George Bush avait un capital de sympathie, je dirais même d'appui, de la part du monde entier, évidemment même du monde arabe. Et si on pourrait résumer l'histoire des 2 dernières années en disant comment cet homme-là a gaspillé cette sympathie-là, a perdu cette sympathie, au point que, pas plus tard que dimanche dernier, il devait admettre devant le peuple américain qu'il est obligé de quémander l'aide des autres. Venez nous sortir de là. On est en train de s'enfoncer comme dans du sable mouvant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'au cours de ces 2 années-là, à 7 reprises au moins, et de façon majeure, il a menti aux gens. Et volontaire. Et volontaire. De sorte délibéré, parce qu'il savait très bien qu'il gonflait la réalité. J'en prends juste un mensonge, par exemple. Les armes bactériologiques. Quand on disait, ou même, pardon, l'arme nucléaire la plus dangereuse dans tout. Les gens lui ont dit, et on le sait maintenant, l'histoire le révèle, que des gens lui ont dit, ne dites pas ça, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Ne dites pas ça. On a envoyé des inspecteurs. Il paraît que Saddam, il affirme que Saddam a acheté de quoi faire une arme nucléaire dans un petit pays africain qui s'appelle le Niger. Il a envoyé un ambassadeur américain là-bas vérifier lui-même. Lui, il revient et dit, c'est pas vrai, fausse piste, ça s'est pas passé comme ça. Alors lui, il a envie de le dire quand même. Et il découvre, là, les gens disent, si vous le dites, on va être dans l'embarras. Et il découvre que Blair, son allié en Grande-Bretagne, les services secrets britanniques, ont donné la même information à Blair. Alors lui, il dit dans son discours, et on va le faire entendre aux gens ce soir, il dit, nos amis les Britanniques ont des services secrets qui ont découvert que Saddam Hussein a acheté de quoi faire une arme nucléaire au Niger. Alors il fait porter sur son chum. Lui, il s'en lave les mains, mais le mensonge est là pareil. Il sait, on lui a dit, c'est pas plus vrai pour les Britanniques que c'était vrai pour lui, on lui a dit que c'était pas vrai. Alors, à 7 reprises, et ça c'est déterminant, parce que le citoyen, la citoyenne américaine, qui vit dans le traumatisme depuis le 11 septembre, écoute son président, puis il dit, oh mon Dieu, il paraît que Saddam Hussein a de l'arme nucléaire. Oh mon Dieu, il paraît qu'il y a des armes chimiques. Bon, puis... Mais c'est pas juste les Américains, Claude. Non, le monde entier, nous, ça nous touche aussi, et quand on l'entend dire des choses absolument, comme ça. Absolument. Ce que je disais à l'instant, c'est que toutes les populations de toutes les démocraties du monde ont eu un débat alentour de ça. Rappelez-vous, l'Espagne, l'Italie, la France a dit non, l'Allemagne a dit non, le Canada a dit non, mais il y en a d'autres qui ont dit oui. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on s'est fait bafouer. Oui, d'ailleurs, on a un extrait du premier mensonge que vous allez présenter ce soir, donc en image avec Bush. Iraq's government openly praised the attacks of September the 11th.
an Al-Qaeda terrorist escaped from Afghanistan and are known to be in Iraq. Imaginez-vous. Ça, c'était l'argument suprême, parce que, revenons au traumatisme du 11 septembre, quelle manière de détourner l'attention vers l'Irak, c'est de dire, ils sont ensemble, les terroristes d'Al-Qaïda. Or, il n'y a rien de ça qui a été prouvé, au contraire même, Saddam était un ennemi d'Al-Qaïda. Est-ce que vous pouvez avoir des poursuites? On se demandait ça ce matin. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des poursuites? Oui, c'est ça. Vous avez fait un travail énorme là, pour monter cette émission-là. C'est produit par vous, les journalistes ici à TVA. Est-ce qu'on peut avoir des poursuites? Non, pas du tout. Non, parce que vous avez fait vérifier. Parce que tout est vérifié. Tout est là. On n'aurait jamais pensé à faire cette émission si les 24 mois qui se sont écoulés, en particulier les 12 derniers, alors que c'était l'Irak qui était devenu le centre d'attention, n'avaient pas été scrutés par la presse américaine, par la presse mondiale, que tout cela a été révélé. Donc, jamais l'idée nous serait venue d'inventer une émission. Pas que vous inventez le contraire, mais si on n'avait pas eu, au cours des années, des mois, ces informations qui disaient, mais mon Dieu, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est né dans un bureau de patron, d'ailleurs, cette émission-là. Exactement. Et ce soir, à 19h, quand vous allez présenter ça, vous allez nous montrer les 7 mensonges de Bush. Avec Normand Lester, Monique Grégoire et Charles Tendresse. OK. Et vous allez faire, une analyse de chaque... Je vais d'abord résumer un peu, comme je viens de le faire avec vous, mais en allant plus dans les détails, ce qui s'est passé dans les 2 ans écoulés depuis le 11 septembre 2001. Et puis, par la suite, chacune des 7 affirmations de George Bush seront reprises, analysées comme si elles étaient vraies, parce qu'à l'époque, on les a crues. Qu'est-ce qui nous avait amené à le croire? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a connu par la suite comme quoi ce n'était pas vrai? Est-ce que ça peut être repris, ça, vendu et tout ça? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Moi, je dirais que si les gens veulent le reprendre, c'est pas à moi les droits, c'est à TVA, mais je les laisserai partir à volonté. Je posais une question aussi en demandant maintenant, est-ce que vous êtes inquiet? C'est ce que tu voulais savoir tout à l'heure. Claude, vous qui êtes au courant de tellement d'enjeux politiques, là, avez-vous peur? Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Ben, avec les mensonges tels que j'ai plus peur de la puissance américaine et du fait que ces gens-là sont dans l'impasse actuellement. Tu sais, comme on dit, quelqu'un qui est prégné dans un coin, là, tu peux t'attendre à n'importe quoi de leur part. Il faut qu'il détourne l'attention, là. Il faut qu'il détourne l'attention. Parce que lui, il s'en va en réélection l'année prochaine. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de vérité qui sortent. C'est peut-être plus ça qui m'inquiète que les terroristes eux-mêmes. Oui, sa cote baisse, effectivement. Elle est revenue au point où elle était en août 2001, si vous voulez, alors que tout le monde commençait à se dire, donc qui c'est qu'on a élu là, Quand est arrivé les événements, évidemment, tout le monde s'est mis derrière le président. Les Américains sont plus vite que n'importe qui là-dessus. Tous derrière le président, le pays est attaqué, bon, etc. Et c'est ça qui est en train de se désagréger. On veut voir ça ce soir à 19h. Ça s'appelle les 7 mensonges. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour en parler. Merci à vous d'avoir pris le temps. Et pour présenter votre collègue qui s'en vient de 17h, on aimerait ça avoir une présentation officielle, comme vous savez si bien les faire. Je commence par Madame, Monsieur, habituellement. Très bien. Alors, bienvenue à 2 gars le matin. Madame, Monsieur, bonjour. Voici Pierre Bruno. Oh, on adore ça. Entrez de cadre, entrez en scène. Habituellement, ça ne se fait pas comme ça, par exemple. Merci d'être là également. On vous garde quelques instants parce qu'on veut savoir où vous étiez, dans quelle situation au moment où vous avez appris ça le 11 septembre. Moi? Pierre, toi aussi, tu as Oui, absolument. Moi, j'étais en train d'enregistrer des émissions pour le canal Historia. Et ce matin-là, on en enregistrait 2. Et c'est entre les 2 émissions qu'une personne l'habilleuse, je pense, et vous dites, êtes-vous au courant de ce qui est arrivé à World Trade Center? Moi, j'étais en train de me faire maquiller. Non, je ne sais pas. Il y a un avion qui est rentré dans une tour. Puis là, quelqu'un arrive et dit, il y a un 2e avion qui est rentré dans... Alors là, tout le monde, on s'est précipité devant la TV. Je pense que c'était le réflexe de tout le monde. C'était où, Pierre? Moi, j'étais chez le dentiste. Ben oui, on me dit. Et puis, comme je fais toutes les émissions spéciales, mon pagette, mon téléphone sonne, le dentiste allait me geler. Alors là, il était à peu près 8h20 le matin. C'est le premier avion qui venait d'entrer dans la première tour. Alors là, on me dit, vite, il faut que tu t'en viennes à TVA, on s'en va en onde, on ne sait pas ce qui se passe. Et en chemin, je n'étais pas tellement loin, j'apprends que le 2e avion, et en entrant en onde tout de suite, ben, on a fait la suite des choses. Une chance que j'étais pas gelé. Une chance que je n'étais pas encore gelé. Et j'ai quitté l'antenne à 10h le soir. Et là, ça a été tout à l'heure. Quand vous allez aux toilettes en plus, je ne sais pas comment vous avez fait. Ben en fait, on ne s'en rend pas compte. Hein. On est parti dans ce genre d'émission-là. Et on n'ose pas quitter non plus. On ne peut pas se lever et dire, écoute, je vais aller faire autre chose. C'était une journée palpitante. Accroché à tous les détails, puis les points de presse, tout ce qui arrive, toute information. Rappelez-vous, le président des États-Unis se promenait dans les airs. Personne ne nous disait où il était. Personne ne nous disait où il était.
Et les premières informations, il y avait un autre avion qui, vous savez, à Pittsburgh, celui qui s'est écrasé. On nous disait, est-ce que c'est l'avion présidentiel? On ne savait pas les premières rumeurs. Mais comme les téléspectateurs, on découvrait ça au fur et à mesure. C'est le métier le plus passionnant, mais parfois aussi le plus désagréable parce que c'est pas la bonne nouvelle qu'on annonçait ce jour-là. On ne sait pas, mais on n'est pas là non plus pour paniquer, on est là pour rassurer les gens, essayer de comprendre, décortiquer, mais on est dans le vif de l'actualité. T'étais où, toi? Tu faisais quoi? Moi, j'étais sur l'autoroute. Je m'en allais faire un essayage. Et j'entends à la radio les deux filles qui parlent et qui disent « Hé, mon Dieu, on regarde dans TV, puis il y a un avion qui vient de rentrer dans World Trade Center. » Alors, je suis allée à mon essayage, j'en ai parlé, et en revenant, j'ouvre la radio, et là, le deuxième avion, et là, c'était... Ça a déboulé rapidement. J'ai passé la semaine à écouter ça, j'ai tout annulé. Oui, j'ai fait une émission de télé et toutes mes sorties. Les gens avaient peur. Les gens avaient vraiment peur. On va se remettre dans le contexte. La semaine après. En fait, c'était quelques instants avant d'entrer en ondes. Quelques minutes. On a su comme une minute avant de rentrer. Il y a eu une espèce de moment suspendu sur le plateau. Il y en a qui frôlaient un peu l'hystérie. Il y en a qui pleuraient fort, évidemment. Il fallait se ressaisir et la beauté de la chose là-dedans fait que Mireille Desglans était avec nous ce matin-là. On s'y connaît un peu, mais quand même, quand vient le temps de parler de ces conflits-là, on s'y connaît pas tant que ça. Alors, assez poursuivre, mais bon, Mireille, qui a déjà vécu dans ces coins-là et tout connaissait très bien, donc a été capable de manœuvrer là-dedans d'une part, et le sujet du jour était « Croyez-vous au destin ». Le sujet du jour ce matin-là, ça nous avait brassé, pas à peu près. Et vous avez inspiré, semble-t-il, de par votre couverture, une chanson à Claude Léveillé. La Tour. Ben oui. Vous étiez au courant de ça? Ben, en fait, je l'ai appris au moment où on célébrait mes 25 ans ici à TVA, et j'avais en entrevue Claude Léveillé au bout de la ligne, puis qui expliquait que, écoute, il dit, je t'écoutais, il dit ça comme ça, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Claude Léveillé, je pense que c'est celui que j'admire le plus chez nous, ici au Québec, et il racontait qu'en suivant l'émission chez nous et en me voyant, il dit, écoute, tu m'as inspiré une chanson sur La Tour. Il a composé une chanson sur La Tour. Qu'on va entendre et on va aller à la pause avec cette chanson-là. On vous garde pour plusieurs surprises au retour de la pause. Merci ce soir, 19h, et bravo pour ce genre de travail-là. Bravo, vraiment. On va à la pause avec la chanson de Claude Léveillé, La Tour. Je voudrais te parler. Toi. Oui, toi qui m'écoutes. Aurais-tu ce courage de sauter du haut d'une tour, la plus haute des tours, et te rappeler que ce jour-là, deux êtres s'aimaient à en mourir, et que main dans la main, et lui a crié son amour. Aurais-tu ce courage-là, comme eux, en plein jour, de te donner à l'autre pour toujours? Regarde-moi, dis-le-moi, apprends-le-moi, fais-moi le savoir, s'il te plaît. Voici un fond de teint qui est plus qu'un fond de teint. Le nouveau fond de teint Aquasmooth de CoverGirl. Premier puce. Ce boîtier hermétique contient un fond de teint à base d'eau avec multivitamines. Votre peau paraît plus belle, peu importe quand vous l'utilisez. Doux et crémeux, il couvre magnifiquement. Et autre plus, il diminue l'apparence des pores plus visibles, des cercles noirs et des ridules. Un autre plus, une protection FPS 15. Des soins magnifiques plus une belle peau. Rapido. Le nouveau fond de teint Aquasmooth du Simplement Vous, Simplement Belle CoverGirl. Opa! Ela Pablo! Opa! La pizza internationale à croûte mince de McCain. Goûte comme si vous y étiez. Pas de ville négligée.
Vitel vous procure un soulagement rapide et efficace de la migraine. Du 15 au 21 septembre, c'est la semaine des transports collectifs et alternatifs. À quoi le tout? Essayez l'autobus, le vélo ou la marche. Le dimanche 21 septembre en matinée, participez à la randonnée cycliste Le Tour du Fleuve entre Lévis et Québec. Inscription avant le 12 septembre. Service Internet haute vitesse de Vidéotron est le plus rapide. Point final. Abonnez-vous vite. Obtenez le modem câble et l'installation gratuitement. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Vous le savez, les jeux vidéo, c'est de plus en plus populaire. Ça fait que chez le Super Club Vidéotron, ben, on en a de plus en plus. Puis les DVD aussi, c'est de plus en plus populaire. Ça fait que on en a des tonnes de copies. Ah, puis si vous avez encore un VHS, là, ben non, on en a encore. Au Vieux du Lutte vous propose leur spécial langoustine. Venez déguster un plat de 12 superbes langoustines plus une salade maison pour seulement 12,95. Un vrai classique. Au Vieux du Lutte, quel destin. Ça évolue, c'est un working progress. Ah non, les groupes de musique du show. Première. Les tunes du début. Oui. Puis de la fin. Puis des fois dans le milieu. Ce lundi. Il y a des jeunes qui prennent la drogue, mais c'est des bons jeunes pareils. 22h30. Tu fais le décor, le band, puis t'animes. Grosse journée. Je suis très versatile. Les invités sortent d'une boîte de carton. À TVA. Le groupe va être toi pour notre show. Ouais, je pense à ça. Avec François Morancy. C'était Émilie et Cynthia, les Pitchounettes. Oui! C'est Merci, bonsoir. Durant la pause commerciale, on lui a dit, vous avez voulu être psychologue, vous avez même étudié pour être psychologue. Il nous a répondu, oui, en plus. Ce qui veut dire quoi? Ben, en plus, parce que, évidemment, quand on commençait à parler d'une carrière en communication, c'est pas sérieux ces affaires-là, surtout, bon. Surtout que votre mère avait voulu être comédienne, et votre grand-mère avait pas voulu. Vraiment pas, elle avait perdre son âme. Alors, écoute, elle était une grande amie d'Olivette Thibault. Oui. Et quand Olivette Thibault s'est envenue vers Montréal, ma mère, elle voulait l'accompagner, mais sa mère lui avait dit non, tu vas perdre ton âme. Mais moi, c'était pas une question de perdre mon âme ou pas, c'était une question de j'allais vivre pauvrement. Alors, la psychologie m'intéressait beaucoup. Puis, à un moment donné, on fait un choix. Il paraît que vous étiez en conflit avec certains de vos profs, que vous leur trouviez déjà des bébites à l'époque. Beaucoup, mais à 18-19 ans, on est en conflit avec bien du monde. D'abord nos parents, puis aussi nos profs. Mais par la suite, en fait, j'ai découvert à la radio, parce que je travaillais aussi à la radio pour payer les études et tout, qu'il y avait une espèce de communication instantanée avec l'auditeur qui t'appelle, dire non, ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. Là, j'étais comme, moi aussi, c'est moi qui se faisais critiquer là aussi. Alors, j'ai trouvé que c'était... J'ai dit, je pense que c'est ce que j'aime. Ça fait 28 ans que vous êtes chef d'antenne ici à TVA. 28 ans. 28 ans. Je commence ma 28e année. Et vous êtes toujours aussi passionné? Ah, ben il faut, parce que j'ai dit que le jour où je ne le serai plus, je vais accrocher les patins. Avez-vous encore le trac? Oui, toujours. Pas vrai? Toujours un peu, parce que dans le fond... J'ai tellement l'impression que vous n'avez pas ça, vous. Ben, c'est-à-dire que le trac, on le gère. On gère le stress, mais c'est un bon stress. Mais quand on s'assoit, on ne dépend pas juste de soi, on dépend d'une équipe autour de nous, la technique, on s'en va, les reporters. Il faut maîtriser la situation, mais au contraire, dans un bulletin de nouvelles en direct, on maîtrise bien peu de choses. Il y a tellement d'impondérables, il arrive un événement majeur. J'ai vu monter des bulletins de nouvelles et à la dernière minute, on met ça de côté. Je me souviens quand Pierre Trudeau est décédé, on était en ondes, on était en train de préparer une émission spéciale. Il est mort à 6h moins quart, on était en ondes. On change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand tout change, là, et puis vous êtes... là, c'est l'adrénaline. Là, c'est l'adrénaline qui nous tient. Comment vous faites pour vous calmer? C'est-à-dire qu'on n'a pas à se calmer, on part. C'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline qui nous tient, puis je suis pas stressé, au contraire. Là, c'est excitant. C'est excitant. Je dirais comme un peu, on tombe en période supplémentaire au hockey. On peut faire un parallèle et essayer de comprendre un peu comment on se trouve. On ne sait pas vers quoi et comment ça va se finir. On y va avec les événements qui sont là. Je me souviens par exemple Polytechnique. Oui, c'est ça. C'était votre souvenir le plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le 11 septembre? Oui, je pense que de
toute situation confondue. Mais si je regarde ici au Québec, je pense que c'était la première fois qu'on vivait un drame pareil ici au Québec. On ne savait pas du tout ce qui se passait. On commençait le bulletin de nouvelles, on entendait des coups de feu à Polytechnique, et au fur et à mesure, il y avait 2 morts, 3 morts, 6 morts, 10 morts. Mais le 3e corps qu'on a sorti est celui de l'Ortie. Donc, on ne savait pas du tout si il était victime, parce que là, on a le nez dans la vitrine, on ne connaissait pas la situation. On pesait les paroles à ce moment-là. On pèse les paroles. Puis, il était lui aussi victime. Il y avait un homme parmi les victimes. Mais au fur et à mesure, on a compris l'histoire, et j'avoue que c'est le drame et les funérailles de ces filles-là à la basilique. Mais moi, on m'a dit que des fois, justement, quand vous avez un peu le trac, quand vous pensez à Charles, votre fils. Beaucoup. Et c'est pour ça que je disais, qu'est-ce que vous faites pour vous calmer? En fait, à chaque bulletin de nouvelles que je commence, ma première pensée avant que le thème parte, c'est Charles. C'est Charles. Je dis toujours, Charles. Ah oui. Hein, je compte sur toi. Ah, moi, je me souviens d'avoir vu, je ne vous l'ai jamais dit, mais d'avoir vu son documentaire qui m'a tellement troublée et touchée. Et c'est ça que je voulais vous demander. Votre petit Charles, aujourd'hui, quand vous y pensez, vous voyez son nom partout, la Fondation Charles Bruno, vous êtes vice-président de la Fondation et tout ça. Qu'est-ce que ça... Vous avez quel souvenir de lui? Est-ce que c'est votre... Quand vous pensez à lui, c'est votre petit garçon de 12 ans? C'est notre garçon de 12 ans, c'est notre ange. Hein? Oui, c'est votre sang. Est-ce que vous vous dites aussi, ou bien c'est une âme qui est venue remplir... En fait, ma mère disait toujours, nos enfants nous sont prêtés. Hein? Les enfants nous sont prêtés. Notre mission comme parents, c'est de les mener au bonheur, de les mener à la maturité, qu'ils deviennent adultes, qu'ils puissent réussir dans la vie. Avec Charles, on était comme un peu, nous, menés par sa vie. Diagnostiqué à 3 ans de leucémie, il est mort à 12 ans, 9 ans de temps, sa vie a été autour de l'hôpital à cause du cancer et dans la cause des enfants atteints de cancer. Alors, on a toujours été un peu menés par la vie de Charles pendant tout ce temps-là. Alors, j'avais mis, comme on dit, un bémol sur la carrière, puis c'est davantage la maladie et la vie de Charles qui nous intéressait, puis c'était notre mission à nous. Mais là, après, quand Charles est décédé, c'est sûr que j'aimerais l'avoir. Aujourd'hui, j'aurais un grand gaillard de 28 ans à côté de moi, j'aimerais ça. Mais en même temps, je me dis, j'aurai toujours, et on aura toujours, Ginette et moi, un fils de 12 ans. Hein? Et ça, c'est l'image que j'ai. Puis je veux pas essayer d'imaginer ce qu'il pourrait faire aujourd'hui, ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Ma mère disait, puis nous l'a dit très jeune, ça, dans la vie, il faut arrêter de se demander pourquoi. Pourquoi ça nous arrive? Il faut se demander comment. Comment plusieurs coups à la tête, la santé. Mais ça fait partie de la vie. Puis à chaque fois, je me rappelle ces paroles-là, puis je me dis, comment? Une fois que ça arrive, on pourrait toujours essayer de trouver un coupable. Il n'y en a pas de coupable. Il y a une situation qui arrive, il y a plein de familles qui vivent ça. Et aujourd'hui, je vois tellement de témoignages de parents qui vivent avec des enfants qui ont un handicap, qui ont une maladie sérieuse, qui l'ont perdu dans un accident, et qui ont une belle sérénité. Alors moi, j'essaie de J'aime bien cette image du pourquoi ou comment. La Fondation, vous avez ramassé 40 millions de dollars. On a généré 40 millions. En fait, pas juste la Fondation Charles Bruno, mais nous, on s'est dit, des parents et des médecins, puis des bénévoles, comment on pourrait réaliser ce rêve-là de Charles quand je serai grand, je serai guéri. Alors, on a dit, c'est par la santé. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On a une masse critique de 2000 enfants au Québec qui sont atteints de cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé un centre de cancérologie. Là, on est en 1900, dans les années 90, au début, où on annonce la fermeture de Saint-Michel, la fermeture de Guy-Laporte, la fermeture de plein d'hôpitaux au Québec. Et nous, on dit, on ouvre un centre. Hey, on était à contre-courant. On a pelleté en avant, on a pelleté de chaque côté, et on a réalisé ce projet-là. Et à Sainte-Justine, on a généré, grâce à des partenaires, à Tamichagnon, qui était très près de nous aussi, avec Opération Enfant Soleil, et nous, on a généré 40 millions. C'est pas rien quand même. Dont 20 millions qui viennent directement de la Fondation Charles. Il travaille fort. On le met à contribution tous les jours. On le met à contribution. Sûrement. Vous parlez de ce que vous avez entendu, jeune et tout. J'ai lu plein de trucs sur votre famille et tout. Le bébé. Oui, le bébé, donc, de 10 enfants, 9 gars, et une fille qui s'appelle André. Et votre mère s'en est toujours voulu de l'avoir donné un autre gars. Mais elle était née, à ce que j'ai compris, l'année de la mort du frère André. Alors, ma mère avait dit, parce qu'elle avait perdu un enfant juste avant André. Alors, elle avait dit, si cet enfant-là est en santé, que ce soit un garçon ou une fille, je l'appellerai André.
Elle n'a eu qu'une fille, André, elle est devenue religieuse. Elle s'est sentie obligée? Ben là, je sais plus, moi. Il faudrait lui demander. Elle a été religieuse. C'est le frère André qui lui a donné la vocation. Oui, elle a été religieuse pendant une vingtaine d'années. Mais vous, là, vous avez comme 8 frères, comme ça? Est-ce que 7 frères ou 8 frères? 7 frères. Comme vous êtes le bébé, là, comment ils vous considèrent aujourd'hui? Quelle relation vous avez avec votre en famille? fait, la relation que j'ai, c'est... Un beau grand bébé de 51 ans. Mais en fait, on est... chacun a ses activités, chacun ses familles maintenant aussi, oui. Et évidemment, il y en a 3 qui sont décédés dans notre famille, dans notre famille. Et chacun on a une belle relation. Moi, je dis tout le temps à mes frères, je suis content de les avoir, je suis content qu'on... Et chacun, moi j'ai été très gâté, j'étais un fils unique. Ouais. Très gâté. Mais chacun, le clan, le vrai clan, là. C'est là, les enfants. Je vous arrête parce que vous devez sûrement entendre ce qui se passe derrière. On entend des petites voix et on va les faire rentrer. On va les faire rentrer. Hey, salut! Bonjour! Allô! Oh là là! Salut! Comment ça va? C'est Papi! Vous allez nous les présenter. Maman est là! Salut! Bonjour! Madeleine, Charles-Olivier, regardez-moi ça! Salut, bienvenue! Salut! Oui, c'est qui, lui? Tu vois pas tes Vous voyez? Est-ce que ça va? Viens t'asseoir, Geneviève. Merci d'être là. Vos enfants. Tout le monde a la grippe un peu. Je leur ai parlé ce matin. On a compris qu'après le 11 septembre, notamment, il y a eu des changements dans vos horaires pour toutes sortes de circonstances. Le midi, vous l'avez laissé, mais entre autres pour passer du temps avec eux. Ben, en fait, il y a eu la maladie aussi. Elle est arrivée après. Puis là, j'ai dit, te vois-tu à la télé? C'est joli. C'est Madeleine et c'est Charles-Olivier. Happy, oui, c'est Happy qui est là. Et Charles-Olivier. Ça veut dire et c'est Happy. Dis bonjour. Madeleine. On voit Madeleine aussi. Non, tu vois ton Papi à la télé des fois? Papi est à la télé? Oui, là. Et Madeleine et tout ça aussi. Vous racontiez que Charles, quand il était jeune, notamment, quand il vous avait vu à la télé, la première fois, racontez ça. C'était tellement drôle, maman, là aussi. C'était tellement drôle parce que pendant la pause commerciale, il allait voir derrière le rideau, derrière la télévision. Vous voyez, c'est du monde, ça occupe. Ben oui, maman est là. Ben oui. On les aime. Non, mais j'avoue que j'ai eu l'impression de négliger mes enfants, moi, après par le travail, beaucoup. Je sais pas, Geneviève. Vous étiez carriériste, hein? Un petit peu carriériste. Est-ce que je vous ai négligé? Pas vrai. Non. C'était ça à l'époque. Ben oui, on a été habitués comme ça. Puis ça a toujours été un bon père pareil. On n'a pas vécu autre chose. C'était ça. Donc, on l'a apprécié comme ça. Puis ça a été bien content. Beaucoup. Alors, imagine que j'avais l'impression que je négligeais mes enfants. Puis là, j'ai dit, et ça, c'est arrivé comme la plus belle chose. Oui, la plus belle chose qui puisse arriver. Comme ça, tout le monde. Vous faites beaucoup d'activités avec eux. Hein? Oui, on les amène à la campagne, ils sont extraordinaires. Puis on fait, le vélo, on fait du vélo. Moi qui est un amateur de vélo. Vous allez les voir 2-3 fois par semaine. Oui, on s'organise pour les voir tout le temps. Et ce qui vous a donné comme héritage, notamment, c'est le goût du voyage. Oui. Vous avez voyagé ensemble. Vous dites d'ailleurs que vous avez commencé à voyager après une citation de René Lévesque. En fait, quand René Lévesque a pris sa retraite en 1985, et il avait parlé, dans son discours à la fin, il avait dit, écoutez, je m'adressais aux jeunes. On parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup d'indépendance chez nous. Mais il dit, avant de penser à ça, il dit, allez voir ce qui se fait ailleurs. Allez voir comment les gens vivent ailleurs. J'avais 35 ans, j'avais des jeunes enfants. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à Ginette, c'est certain, je n'avais même pas 35 ans, j'avais 32 ans. J'avais dit à Ginette, je sais qu'on ne sera jamais riche, mais on va voyager avec nous. On va les amener partout. Tu dois avoir des souvenirs incroyables. Écoute, on a vu la liste des pays. C'est un héritage. C'est vraiment un héritage. Puis c'est de la culture. Il n'y a rien de mieux que ça. De l'éducation, la culture. Vous avez parlé de la maladie que vous avez eue tout à l'heure, bactérie E. coli, donc 7 semaines hospitalisées. À ce qu'on peut lire, vous avez cru à un moment donné que vous pouviez mourir. C'est une pensée que vous avez eue. Dans ces temps-là, ce que moi je trouvais très touchant, c'est que souvent, on vous dit des choses qu'on ne s'est pas dites avant, malheureusement. Hein? On se rapproche, on vous dit des choses, et de pouvoir continuer après s'être dit ces choses-là, je trouve ça extraordinaire. Oui. C'est une chose, par exemple. On a des enfants, on vieillit, nos enfants vieillissent aussi, et tout à coup, on se rend compte qu'on est rendu les grands-parents, et on se dit, est-ce qu'on a dit à nos enfants
qu'on les aimait? Est-ce qu'on a dit à nos enfants qu'on était fiers d'eux? Est-ce qu'on a dit à nos enfants? On le dit quand ils sont tout petits. À un moment donné, on prend pour acquis. Nos enfants vieillissent. On est là à les éduquer, à dire, hey, t'as-tu oublié ci? T'as-tu fait ça? Tu pensais ci? Chacun mène sa vie. Puis, mais vous nous l'avez dit régulièrement, puis on vous le dit aussi encore. Moi, je peux te dire que j'ai eu une conversation avec ton père. Je pense que c'est dans un autobus à un moment donné. On était en campagne de promo sur TVA. Il me racontait, j'ai marié ma fille. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ça. J'ai marié ma fille. Et il m'en parlait avec une telle passion. Il m'a décrit, c'était important pour moi de marier ma fille. Et on en a parlé pendant, je sais pas combien de temps. La campagne, ça aurait été une journée merveilleuse. Cette importance que vous aviez à marier votre fille. Ben, c'est-à-dire que je trouvais que, dans le fond, ils sont heureux. Et à un moment donné, nous autres, on est juste des grands-parents ou des beaux-parents pour l'autre. Mais je trouvais que c'était comme boucler la boucle. Hein? On les mène à l'âge adulte. Puis là, je trouvais que c'est pas être vieux jeu, c'est pas être vieux style, c'est tout simplement dire la vie, elle est faite comme ça. Et elle nous permet de dire on a des enfants, on les mène à l'âge adulte, elles se marient. Donc, elle a toute son indépendance. On disait tantôt qu'ils allaient à la campagne avec vous, là, la fin de semaine. Vous aimez se recevoir. La paella. La paella. Vas-y, critique la paella. Ça doit être délicieux. Moi, Pierre, est-ce que c'est vous qui faites des commissions quand vous cuisinez? Est-ce que je fais des commissions? Oh, c'est Ginette qui fait les commissions. C'est sa femme. Oui. Puis là, est-ce que vous invitez beaucoup de monde ou il y a très peu de monde autour de la table? C'est toujours la famille. C'est la famille, OK. Oui, des fois, on est dû quand même, nous autres, avec les enfants. Ben oui, parce que vous avez la famille de Ginette, des fois, les nôtres aussi, mes frères viennent, ou les autres dans la famille, ou les amis aussi. Oui, on a un petit quelque chose pour vous, ça vient de m'arriver juste derrière, comme ça, subtilement. C'est un livre, en fait, ça s'appelle un carnet de réception. Comme on savait que vous alliez recevoir, justement, vous inscrivez à l'intérieur les beaux moments. Si vous en avez le goût, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, qui a vécu quoi, autour de quelle table. Alors, si vous en avez le goût, vous pourrez prendre des notes. Ça peut se passer de génération en génération également. Vous pourrez dessiner Charles-Olivier dans le cahier à papier. Merci d'être là ce matin. Merci pour ce temps passé avec vous. Mon Dieu, vous êtes gentil d'avoir été. Bon 17h ce soir, on vous laisse aller. C'est une belle journée pour vous aussi. C'est une grosse journée de travail, ça là. Allez, merci. Merci tout le monde. Merci. Et on se fait un spa maison au retour. On marine dans je ne sais quoi qui va nous faire du bien. Merci beaucoup.